Le matérialisme divin, chapitre 8, Tlemcen. Première partie, les portes du possible. Une nouvelle et étrange aventure allait commencer dans cette vie déjà étrange. La grande forêt de mer, disions-nous. Et jusqu'au dernier jour de ses 95 ans, nous pourrions nous y promener et découvrir des mystères encore plus grands que nous n'avions soupçonnés. Des mystères transparents, ce sont les plus indéchiffrables. Et chaque fois que nous essayons de les déchiffrer, ils s'esquivent en nous riant au nez, ou nous entraînent sur un chemin inattendu qui débouche soudain sur une éblouissante trouée de lumière, comme si on était au bord de quoi? Quelque chose qui baie sur un vertigineux futur. C'est fantastique et c'est réel, plus réel que le concret d'aujourd'hui. Et puis on essaie de l'attraper et ça file. On ne peut pas. On ne peut pas déchiffrer mer. Il faut plonger dedans et advienne que pourra. Mer, c'est le plus grand roman que nous ayons jamais vécu. Tout y est, l'amour y est, la beauté, le vaste, l'inattendu, les chemins de l'avenir, les chemins du passé. On s'y promène comme dans un avenir d'avance. C'est la fiction de l'infini qui devient vraie. Et tant d'autres choses qui n'ont pas de mots, qui battent dans un abîme secret et qui continueront de battre encore quand tous nos petits corps n'y seront plus. Il n'y a rien à croire, surtout rien croire. Il faut goûter. Pourtant, ce nouvel épisode, celui de l'occultisme, ressemble assez bien à l'aventure sans issue, au chemin qu'il ne faut pas courir, et puis on se demande toujours qu'est-ce qu'il ne faut pas courir, car après tout, il n'y a de chemin nulle part, c'est la course qui fait le chemin, et c'est courir qu'il faut, par la droite, par la gauche, le haut ou le bas, et si l'on est sincère, vraiment sincère, on se retrouve toujours exactement là où on doit aller. Sincère, encore un mot-clé de mer. Et toute cette science occulte qu'elle avait accumulée, cette connaissance de la 4e dimension, ces surprenants pouvoirs qui peuvent ébahir les bonnes gens parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement, elle les a tout simplement laissés tomber au bord du chemin, un jour de mai 1962. Je n'ai plus besoin de tout ça. Peut-être parce que la 4e dimension était passée dans la nôtre. Oui, il y a plus simple, plus direct et plus formidablement efficace. Mira était toujours en quête d'efficacité. Mais elle a tout de même mis 58 ans à laisser tomber ce bagage. Nous pourrions peut-être profiter du raccourci. Mais qu'est-ce qui est inutile vraiment en ce bon univers et détourné? Nous en sommes encore à chercher le seul brin d'herbe qui n'ait pas sa parfaite utilité dans l'économie de la nature, comme ce disciple du rishi védique qui, après avoir étudié toutes les plantes médicinales, fut envoyé dans la forêt par son maître. « Trouve-moi une plante qui ne sert à rien et je te donnerai l'initiation. » Et le disciple a tourné, cherché, et il est revenu, désespéré. « Je n'ai pas trouvé la plante. » Alors le rishi l'a serré sur son cœur, et il n'avait plus besoin d'initiation, parce qu'il avait reçu la connaissance. C'est aussi simple que cela. Mais très difficile à réaliser dans le détail, avec les yeux bien ouverts. Parce que, à la première égratignure, ou au premier contretemps, ou au premier péché, entre guillemets, nous poussons des cris d'Orphée. « Ça n'aurait pas dû, ça n'aurait pas dû !» Mais tout est dû, et parfaitement, y compris la délicieuse pomme originelle, qui n'était peut-être pas si mal tombée après tout. À nous de trouver le sens.
C'est là une grande vérité pour parcourir la forêt de mer. Alors, on voit briller des grains d'or et d'essence partout, là où il n'y avait que de la poussière inutile. La forêt de mer peut tenir dans un grain de poussière aussi. C'est une forêt magique et de toutes les dimensions. Un doge en violet foncé. C'est par un ami de Matteo qu'un jour de 1904, Mira devait rencontrer un singulier personnage qui se faisait appeler Max Théon, le Dieu suprême, rien de moins. Il n'a jamais dit qui il était vraiment, ni où il était né, ni son âge, ni rien. C'était un juif russe ou polonais, semble-t-il, qui avait dû quitter son pays pour cette raison. Il publiait à Paris, par l'entremise d'un certain Temanglis, ami de Matteo, une revue qui s'appelait La Tradition cosmique. Mira s'est jetée là-dessus comme une lionne affamée. C'était la première fois au monde qu'elle entendait parler un peu de ses expériences, fût-ce dans un langage bizarre. C'était une révélation. Enfin, tout cela avait un sens. Elle n'était pas complètement folle. Elle savait même, peut-être, plus de choses qu'elle ne savait. On imagine cette sage petite positiviste bizarre et étrangère parmi les humains, silencieuse, toujours silencieuse parce qu'elle ne pouvait rien dire depuis 26 ans sans être menacée d'être emmenée chez le prochain médecin, projetée tout d'un coup dans la rationalité de son monde irrationnel. C'était une sorte de cataclysme à l'envers. Enfin, je ne suis pas folle. Elle a dû rire énormément tout d'un coup. Parce qu'il ne faut pas se méprendre. Mira n'était pas de celles qui bêent d'admiration et se jettent aux pieds du premier initiateur, sauf dans les rêves, bien entendu. Mais les rêves, chacun sait que c'est bizarre. Elle regardait son cataclysme posément, avec une respiration tout de même plus légère de ce savoir saine et sensé. Et qui était ce mystérieux initié ? Temanglis n'en savait pas grand-chose, et il en parlait avec les chuchotements un peu tremblants du jeune néophyte. Il habitait l'Algérie, là-bas, à Tlemcen, c'est tout. Il savait. Et un beau jour, à l'improviste, Max Théon est tombé à Paris comme le vent. Il savait déjà qui était Mira. Il savait en effet beaucoup de choses. Théon était assez grand, à peu près de la même taille que Sri Aurobindo, et mince, maigre, avec un profil très analogue. Mais Mira a tout de suite senti que ce n'était pas le personnage de ses visions. J'ai vu que ce n'était pas lui, parce que je n'ai pas vu, j'ai senti. Quand je l'ai rencontré, il n'y avait pas cette vibration. Non, ce n'était pas cette vibration en effet, c'était bien autre chose. Mais le fait tout de même frappant, c'est qu'il y avait une ressemblance. Et il allait y avoir beaucoup d'autres ressemblances avec les découvertes de Sri Aurobindo, mais avec juste une petite différence qui faisait deux mondes. Comme si la nature se plaisait à inventer le contre-type ou l'antitype de chaque être, et plus le modèle est puissant, plus l'antimodèle, pourrions-nous dire, est puissant. Nietzsche était mort 4 ans plus tôt. Un autre curieux modèle ou antimodèle, nous ne savons pas. Il est bien possible que les antimodèles aient été inventés par la nature
pour obliger les modèles à se dépasser eux-mêmes et à grandir tant qu'il n'y ait plus de caricature possible, ou que l'envers de ce que l'on représente soit dissous en un point où il n'y a plus d'envers ni d'endroit. Mais c'est une autre histoire. Ce n'était pas cette vibration, non, mais quelque chose de plus bizarre qui s'est offert aux yeux de Mira. Tout d'un coup, devant le visage de Théon, dans un éclair, est venu se superposer un portrait qu'elle avait vu à Venise 11 ans plus tôt. Quand Mira regardait quelque chose, s'était fixé pour des siècles comme les gouttières de Thèbes. Un portrait du Titien. Absolument Théon. Son portrait, n'est-ce pas? Comme si on l'avait fait maintenant. Et c'était le portrait d'un des doges. Mira avait certains souvenirs étranglés du Palazzo Ducale. Simplement, elle a dû avaler sa salive un peu plus vite et faire un grand sourire impassible qui n'a pas dû tromper Théon, d'ailleurs. Ça commençait bien. Il serait peut-être intéressant de savoir quel était ce doge. Malheureusement, nous n'avons jamais vu le Titien en question, ni pu le comparer avec l'un des plus remarquables portraits qu'ait dessiné Mira, celui de Théon. On dirait une eau forte de Rembrandt, ou peut-être un personnage de Dürer. La barbe un peu clairsemée, les cheveux longs, une toque de velours noir, 50 ans peut-être, ou 60, à moins que ce ne soit 40, le visage ascétique, le profil d'aigle, et puis ses yeux. Un côté comme illuminé, clair, et presque un sourire qui hésite imperceptiblement entre l'ironie et les lumières du ciel, et le côté gauche, inquiétant, puissant, oh, extraordinairement puissant, mais une puissance, peut-être de la douleur, cette douleur partout au fond des humains, la douleur de ne pas être ce qu'on est, qui fait comme une bataille pour sortir de son envers et entrer dans son endroit de joie, une puissance coagulée dans un point au lieu d'éclater dans le vaste. Un front grand, très grand, qui devait recevoir beaucoup de choses, une intuition remarquable, dira Sri Aurobindo lui-même, ce qui n'est pas un mince compliment sous sa plume, et une grande toge violet foncé, ceinte d'une cordelière rouge. Nous n'avons pas de mal à imaginer l'un de ces puissants doges qui taillaient leur domaine de la Dalmatie au Péloponnèse et à Byzance, ou livraient leur lutte sanglante contre les Sforza, puis vidaient tranquillement leurs victimes par-dessus le pont des Soupirs. On pourrait s'étonner, en admettant que la généalogie de Théon fût exacte, qu'il se soit mis sur ce sentier spirituel, entre guillemets. Mais notre conception de l'esprit, entre guillemets aussi, est probablement aussi fausse que notre perception de la matière, et pour la même raison. Quand il parlait de Napoléon, Sri Aurobindo voyait Dieu en armes qui chevauchait l'Europe. Et cette évolution de la conscience, qui était aussi l'un des thèmes de Théon, si l'humanité comprenait son rôle d'évoluteur de la planète, disait-il, ne se fait pas nécessairement, ni surtout avec des petits seins. Évoluer, cela veut dire triturer la matière, cela ne veut pas dire partir au ciel. Seulement, le chemin de l'esprit et le chemin du titan sont séparés par un imperceptible fil qui tient juste à une petite attitude intérieure. Dans un cas, on empoigne la Shakti, et dans l'autre, on la laisse couler à travers soi. Mais dans les deux cas, la Shakti peut frapper aussi cruellement. Théon aussi, cette fois, rencontrait le problème sous un autre angle. Il allait à la conquête de l'esprit comme à la conquête de l'Ebé. Et il trouvait Mira
sur son chemin. En vérité, le monde est une étrange chose, tellement infiniment plus étrange qu'il ne nous paraît, et infiniment plus prodigieux que tous nos télescopes ne peuvent le découvrir à travers nos espaces interstellaires. La moindre chose qui passe ici, la moindre rencontre sur la Terre, décrit des trajectoires auprès desquelles les grands orbites de nos constellations sont des voies royales et sans mystère. Et nous passons l'un à côté de l'autre, comme si c'était la première fois, et pour quelques secondes ou quelques ans, tandis que ce geste fortuit roule l'écho de vieux désastres ou poursuit une vieille histoire ininterrompue, et qui continuera encore sous d'autres latitudes et d'autres cieux, en robe violet foncé ou dans la légèreté d'un mois qui n'a plus besoin de briller d'aucune couleur, ni de conquérir quoi que ce soit, parce qu'il a toutes les couleurs de l'amour dans son cœur et un seul enchantement dans tout. Nous ne savons pas les milliers de hasards qui font ce petit détail, ni quel Titien préparait cette conjonction, à moins que tout ne soit tissé d'un seul fil, un seul tableau qui se dévoile peu à peu. Le mouvement d'un seul corps qui bouge par des temps incomptés, avec ses myriades de petits doges enfermés dans un corps, à la conquête du seul corps et de la seule force et de la seule conscience et du seul amour qui guérirait tous nos espaces tronqués et tous nos temps de misère. Mais la sagesse est sage. Elle voile nos vieux méfaits comme nos bienfaits pour que nous puissions aller de l'avant, libres des uns et des autres. Quoi qu'il en soit, Théon avait vu du premier coup d'œil, sinon qui était Mira, du moins ses dons peu ordinaires, et il l'invitait à venir le rejoindre à Tlemcen pour travailler. Elle ira là-bas 2 ans de suite, en 1905 et 1906, pour autant que nous puissions fixer des dates avec Mère, dont le premier don était certainement de filer tous les temps. Zarif. C'était certainement un merveilleux endroit. Théon avait du goût, quoique parfois un goût sarcastique. Zarif, comme il appelait ses jardins en terrasse sur les pentes de l'Atlas, une propriété immense, avec des oliviers centenaires, des figuiers comme je n'en ai vu nulle part. C'était une merveille, à flanc de montagne, depuis la plaine jusqu'à presque la moitié du sommet. Et une roseraie qui était une œuvre d'art, au dire de Clémentlis, car l'Aya, ainsi se faisait-il appeler chez les Arabes, Aya Aziz, le bien-aimé, ce qui est sans doute plus aimable que le Dieu suprême, mais guère plus rassurant. L'Aya, donc, était aussi jardinier, et peintre, sculpteur, menuisier, serrurier, c'est lui qui faisait tout. Cultiver les hommes comme on cultive les plantes, s'écriait-il. Oui, si l'on savait, si l'on voulait, si l'on osait. Il osait très bien. Mais laissons Mira nous raconter elle-même cette première rencontre mémorable. C'était la première fois de ma vie que je voyageais toute seule, la première fois que je traversais la mer. Puis il y avait un assez long voyage en train entre Oran et Tlemcen. Bref, je me suis débrouillée. Il m'attendait à la gare. Il m'a emmenée chez lui en voiture. C'était assez loin. Enfin, nous sommes arrivés à sa propriété, une merveille. On arrivait en bas,
La propriété était sur la colline et dominait toute la vallée de Tlemcen, et on remontait de grandes allées pour aller là-haut. Moi, je ne disais rien. Quand nous sommes arrivés en vue de la maison, il s'est arrêté. Ça, c'est ma maison. Elle était rouge, peinte en rouge. Et il ajoute, quand Barlet est venu, Barlet était un occultiste français qui avait mis Théon en rapport avec la France et qui avait été son premier disciple. Quand Barlet est venu, il m'a demandé « Pourquoi avez-vous peint votre maison en rouge ?» Alors, il y a eu une malice dans les yeux de Théon, puis une sorte de sourire un peu sardonique. J'ai dit à Barlet « Parce que le rouge, c'est joli avec le vert. » Du coup, j'ai commencé à comprendre le monsieur. Puis nous avons continué de monter un peu, et tout d'un coup, sans prévenir ni rien, il se retourne, il se plante en face de moi, et il me dit « Maintenant vous êtes à ma merci, vous n'avez pas peur ?» Comme ça. Alors, je l'ai regardé, j'ai souri, je lui ai dit « Je n'ai jamais peur, j'ai le divin, là. » Et Mira touchait cette flamme blanche dans son cœur. Eh bien, vraiment, il a blêmi. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à Gurdjieff et à Catherine Mansfield. Mais Gurdjieff était un petit garçon à côté de Théon, et Mira n'était pas Catherine Mansfield. On traversait donc la roseraie avec un sourire, le dernier jardin en terrasse avec un bassin carré où l'eau descendait sans arrêt d'une source, puis un petit escalier de pierre blanche qui débouchait sur une haute cour et la maison de Théon, un manoir mauresque, peint en rouge, comme nous le savons, pour l'harmonie des couleurs, et un salon de plain-pied qui dominait des cours de mosaïque entourés de hauts murs aux portes ogivales garnies d'amphores énormes qui rappellent les contes de Scheherazade, dit Temanglis. Mais nous ne sommes pas très sûrs pour Scheherazade. Et puis ces jardins en terrasse, et un grand piano de concert au milieu du salon, avec Théon lui-même planté en toge violet foncé. Aussi, un gong arabe qui avait l'étrange habitude de sonner tout seul quand Théon le regardait un peu sérieusement. J'ai vu là vraiment toutes sortes de choses, nous racontera Mère, et nous la croyons volontiers. Tout de même, il y avait quelqu'un d'autre là-dedans, et c'était Madame Théon. Un tout autre sujet. En fait, c'était elle qui avait des pouvoirs très extraordinaires. Une vaste connaissance des plans psychiques, dira Sri Aurobindo. Et c'est sur son expérience que Théon fondait son enseignement. C'était la base de Théon. Quoi que l'on puisse penser de lui, il avait certainement le grand mérite d'avoir été choisi comme compagnon de cette femme merveilleuse, disait Mère, qui assurément avait assez de connaissance et de clairvoyance pour se choisir un être très capable. Formidablement capable. C'était cela, la difficulté. Mais Alma, ainsi s'appelait-elle, c'était la douceur, la lumière silencieuse, une paix si douce, si tendre, si lumineuse. Nous imaginons ces grands yeux bleus qui semblaient lavés par la mer, car elle venait de l'île de White. Nous savons au moins d'où elle venait. Une petite femme grasse, presque molle, on avait l'impression que si l'on appuyait, ça fondrait, comme si on s'enfonçait dans un édredon. Et une grande dalmatique blanche, l'air ailleurs, toujours ailleurs, un peu frileuse, et en effet, elle passait les 3/4 de sa vie en transe, hors de son corps,
tandis qu'elle marchait, bougeait, vaquait à ses occupations. Elle était presque toujours en transe, et elle avait tellement bien dressé son corps que même quand elle était en transe, c'est-à-dire quand une partie de son être, ou plus, était extériorisée, son corps avait une vie qui lui était propre, et elle pouvait se promener et même vaquer à certaines petites occupations matérielles. Elle pouvait aussi parler et raconter tout ce qu'elle voyait sur les autres plans au moment où elle y était, et c'est ainsi que Théon ramassait tous les éléments de sa revue cosmique. Ses yeux ont la pureté de ceux d'un enfant, mais il semble fatigué d'avoir vu tant de choses, notait Téménius. Des facultés inouïes, inouïes, s'exclamait Mère. Et dans la bouche de Mère, ces mots nous laissent songeurs, elle qui ne manquait pas de facultés assez surprenantes. Ses pouvoirs étaient d'un ordre exceptionnel. Elle avait reçu un entraînement extrêmement complet et rigoureux, et elle était capable de s'extérioriser, c'est-à-dire de faire sortir de son corps matériel un corps subtil, en toute conscience, et cela 12 fois de suite. C'est-à-dire qu'elle pouvait passer d'un état d'être à un autre consciemment, y vivre aussi consciemment que dans son corps physique, et puis encore mettre ce corps plus subtil en transe, s'extérioriser de lui, et ainsi de suite, 12 fois, jusqu'à l'extrême limite du monde des formes. C'est cette extrême limite qui nous intéresse. Étrange matière. Que faisait ensemble ce bizarre couple? En vérité, tout semblait se comporter d'une façon bizarre à Zalif et suivre une autre loi, comme si l'on entrait dans un autre monde. La matière répondait à une autre force, une autre, ou la même à un autre degré. Théon faisait tomber la pluie sur ses roses quand la terre était trop sèche, et 20 mètres plus loin il n'y avait pas une goutte d'eau, où il envoyait la pluie chez les pauvres fellahs, et les guérissait aussi en les regardant, ceux qui lui méritaient peut-être, après tout, le nom de bien-aimés. On se promenait dans les allées ombreuses et parfumées de belles de nuit, tandis que de charmants petits aspics, comme ceux de Cléopâtre, se mouvaient et s'approchaient ou s'en allaient sous le regard de Théon, qui faisait semblant de s'occuper d'autre chose en guettant Mira du coin de l'œil. Mira souriait. Elle était très amie de toutes les bêtes. Elle les comprenait très bien. Théon aussi comprenait bien. Il avait vite fait d'apprendre sa leçon. Et en définitive, c'était très amusant. On s'entendait avec tout. Oui, on s'entendait. Tout s'entendait dans la complicité d'une autre loi où rien n'était autre chose, ni un autre corps. Quand Madame Théon avait besoin de ses sandales, elle n'allait pas les chercher. Elle les faisait venir à elle, très tranquillement. Ou comme Théon, elle faisait sonner le gong en le regardant au lieu de crier après quelques domestiques, et tout cela le plus naturellement du monde, sans ostentation, aussi naturellement que nous appuyons sur le bouton électrique, qui d'ailleurs tombe en panne parfois, tandis que ce courant-là n'avait jamais de panne et pas d'encombrement. Elle ne se vantait pas. Elle ne disait pas « je sais faire ». Elle ne parlait de rien. Elle le faisait, tranquillement. Car on se tromperait certainement en pensant que Théon ou Madame Théon voulait faire des démonstrations qui n'épataient d'ailleurs pas Mira. Ça l'amusait. Elle s'amusait beaucoup. Simplement, on se servait d'une autre connaissance
et d'autres lois. Quelquefois, pourtant, on se livrait à des plaisanteries un peu douteuses, comme ce jour où un marchand arabe un peu collant s'était installé dans la salle à manger. Tout d'un coup, j'entends un cri d'effroi. C'était la table qui commençait à bouger, une grosse table de chêne, et avec un mouvement presque héroïque, elle allait à l'assaut du pauvre homme. Madame Théon ne l'avait pas touché, personne ne l'avait touché. D'abord, la table avait vacillé un petit peu, comme cela, puis elle avait commencé à se mouvoir lentement, puis tout d'un coup, comme d'un seul bond, elle est allée se jeter sur cet homme qui est parti et n'est jamais revenu. Parfois aussi, les plaisanteries étaient plus inquiétantes, pas pour Mira, et le courant semblait un peu disproportionné, comme certains jours d'orage. Il y avait des orages terribles là-bas. Un jour d'orage, il est monté sur sa terrasse tout en haut, au-dessus du salon. Je lui ai dit, tiens, c'est un drôle de moment pour sortir. Il s'est mis à rire. Venez, n'ayez pas peur. Je suis montée avec lui. Alors, j'ai vu clairement un éclair qui venait droit sur nous et qui, en cours de route, a dévié. On dira que c'est impossible, mais moi, je l'ai vu dévier. Il a été frappé un arbre un peu plus loin, pas ceux de Théon, bien entendu. Et j'ai demandé à Théon, « C'est vous qui avez fait cela ?» Il a hoché la tête. Mais il était terrible, n'est-ce pas? Il avait une puissance terrible, mais extérieurement, tout à fait bien. Et mère riait. On pouvait aussi se nourrir d'une manière très particulière à Zarif. Nous aimerions bien en prendre de la graine. Ce serait beaucoup d'encombrements évités. En effet, Madame Théon était très souvent fatiguée parce qu'elle passait son temps en dehors de son corps. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'énergie de son corps sortait pour aller ailleurs au lieu de rester bien sagement dans sa boîte et d'y faire tous les exercices ou les tâches que l'on attend normalement de la dite boîte. Elle avait donc besoin de récupérer des énergies matérielles. Elle le faisait d'une manière très simple et très directe. Au lieu de se mettre à une table et de suivre tout le processus de décortication et de digestion d'un fruit, elle s'allongeait sur son lit, posait un gros pamplemousse du jardin sur son estomac. « Revenez me voir dans 1 heure. » 1 heure après, Mira revient et le pamplemousse était plat comme une galette. C'est-à-dire qu'elle avait absorbé toute la vie du fruit et qu'il était devenu mou et tout à fait plat. Mais la matière elle-même avait d'étranges façons, et c'est là où nous pouvons commencer à nous demander qu'est-ce que c'est que la matière, vraiment? Parce que, bien entendu, il n'y a pas de miracle dans tout cela, ni de magie, sauf pour les benets, pour les singes cynocéphales et quelques autres. L'homme fait de la magie avec ses machines. Nous savons bien que nous ne sommes pas des mages, ils sont faux. Nous suivons seulement des processus. On peut donc penser mieux que les cynocéphales et regarder les processus de Zarif d'un œil moins superstitieux. Et nous croyons bien finalement que nous sommes tous des sortes de superstitieux de la matière, des superstitieux scientifiques. Superstition, c'est-à-dire croyance aveugle en un seul type de dogme ou de processus, une certaine façon habituelle de la matière de se comporter. Mais est-ce vraiment l'habitude de la matière ou bien l'habitude de notre mental dans la matière? Ici, nous sentons que la terre commence à nous lâcher sous les pieds
et nous faisons comme le marchand arabe, à toute vitesse. Quoi qu'il en soit, il y avait de très jolies belles de nuit dans les allées de Jarif qui sentaient bon, c'était exquis. De grands buissons, hauts comme cela. Madame Théon s'en mettait toujours aux oreilles parce que ça sentait très bon. Et alors, elle se promenait dans cette allée, entre ces grands buissons qui étaient hauts comme cela, et elle ramassait des fleurs. Pendant ce temps-là, Mira se promenait avec Théon. Et quand je rentrais de la promenade et j'ouvrais ma porte, qui était fermée à clé, par conséquent, personne n'avait pu entrer, ces fleurs étaient dans ma chambre. Une petite guirlande de belles de nuit, sagement posée sur son oreiller. C'est-à-dire que Madame Théon pouvait aussi dématérialiser les fleurs pour les faire passer dans la chambre à travers les murs et les rematérialiser pour qu'elles soient toutes fraîches sur l'oreiller de Mira. Très simplement, tous les soirs, une charmante attention pour Mira, car elle était très charmante, cette Alma. Que se passait-il donc dans cette maison ? Peut-être étions-nous dans un temps plus avancé de l'évolution, mais ce n'est pas sûr du tout. Évidemment, il y avait une autre atmosphère. On dirait presque une certaine transparence où les choses pouvaient passer et se passer. Parce que peut-être, après tout, le plus grand obstacle et le mur le plus épais n'est pas celui de granit ou de béton dans lequel nous nous enfermons, mais celui de notre propre pensée. Constamment, nous tissons un voile d'impossibilité entre nous et les choses. Et parce que nous pensons que ce n'est pas possible, évidemment ce n'est pas possible. Comment serait-ce impossiblement possible ? Et c'est vraiment l'un des plus merveilleux miracles de l'existence, quand on commence à ouvrir le grand œil du possible et à penser, puis à sentir, puis à voir, émerveillé, que cette simple petite pensée que tout est possible fait comme une imperceptible brèche dans la prison, une transparence, et subrepticement, presque timidement, une petite chose se glisse, puis une autre, presque encouragée par notre acquiescement, et tout se met à vibrer dans une autre loi. C'est comme on veut, il suffisait d'y penser. Mais nous pensons la maladie, la mort, l'accident, les mathématiques et le code pénal. Alors, tout arrive comme on s'y attend, exactement et mathématiquement. On ne peut pas sortir de la prison en croyant à la prison, c'est évident. Notre première prison n'est pas la matière, c'est le mental. Les murs de la matière sont un rêve de notre mental. Peut-être un garde-fou pour nous empêcher de chavirer trop précocement dans une immensité trop abondante pour nous. Nous nous souvenons d'une petite histoire très suggestive que Mira allait bientôt entendre de la bouche de Madame David-Néel et que Mira avait tout lieu de croire parfaitement véridique. Madame David-Néel avait l'habitude en Indochine, croyons-nous, de méditer les yeux fermés en marchant. Elle partait sur la piste en laissant les autres au campement et elle allait droit devant elle, jusqu'au bout de sa méditation. Or, un jour, ayant terminé sa méditation, elle fait demi-tour comme d'habitude et elle rentre tranquillement les yeux ouverts et soudain, elle se trouve devant une rivière. La rivière n'avait pas subitement jailli entre l'aller et le retour. Elle avait donc traversé la rivière à l'aller. Et comment avait-elle traversé cette rivière ? Et il a bien fallu qu'elle se mouille pour rentrer au camp. On dira que c'est un miracle, elle a marché sur les eaux comme le Christ. Ou bien, on pensera que sa méditation était si profonde
est si éthérée que on pensera tout ce qu'on veut. Mais le fait est que Madame David-Nil, elle, n'avait pas pensé à la rivière. Alors la rivière n'existait pas. Et on marchait dessus aussi bien que n'importe où ailleurs. Et naturellement, à partir du moment où elle y a pensé, et surtout, penser qu'on ne peut pas traverser une rivière sans se mouiller, il a bien fallu qu'elle se mouille, comme nous tous. Seulement, il y a un seulement. Il ne suffit pas de penser que ça n'existe pas pour que ça n'existe plus, parce que c'est encore la pensée qui se joue un mauvais ou un bon tour à elle-même. La magie du mental a des racines plus profondes. C'est celle-là même que Mère allait soigneusement clarifier, couche après couche, jusqu'à une certaine frontière cellulaire qui est peut-être la racine même de la mort. En attendant, Mira laissait tout passer très bien à travers elle, sans mur d'impossibilité, et où y aurait-il des miracles ou de la magie dans tout cela? Non, il n'y a pas de magie à faire. Il y a une certaine magie à défaire. Nous sommes des envoûtés scientifiques et toute notre science renforce l'envoûtement. Quand j'ai raconté tout cela à Sri Aurobindo, il m'a dit que c'était tout naturel. Quand on a soi-même le pouvoir, on vit, on crée autour de soi l'atmosphère où les choses sont possibles. Parce que c'est tout là. Seulement, ce n'est pas tiré à la surface. Oui, pas tiré à la surface, c'est-à-dire voilé, obstrué, empêché par des couches et des couches de déterminismes épais dans lesquels nous sommes enfermés ou nous croyons enfermés. Mais dès que l'on monte d'un degré au-dessus, ou plus exactement, parce que où est l'au-dessus? Dès que la substance se clarifie, se désembourbe de ses habitudes de voir et de faire et de procéder, cette même Shakti, parce que c'est la même qui coule dans la boue, la poussière, les murs, l'aspic, la foudre ou les symphonies de Beethoven, il n'y a qu'une chose au monde, il n'y en a pas deux. Cette même unique Shakti, désencombrée, fait couler son rayon plus pur, et donc plus direct, plus puissant, plus libre, dans la même vieille substance, mais claire, en modifiant toutes ces lois qui étaient seulement les lois de notre encombrement, ou les lois du voile que nous mettons entre les choses telles qu'elles sont et telles que nous les voyons et les pensons. Ce telles qu'elles sont est notre mystère. C'est la magie à défaire pour arriver au secret, les couches à clarifier. Nous ne savons rien. Nous collons des processus inéluctables et mathématiques sur quelque chose qui a seulement la mathématique de notre cerveau. Les lois scientifiques, disait Sri Aurobindo avec sa limpidité si merveilleuse, donnent simplement un compte rendu schématique des processus matériels de la nature. Et puisque le schéma est valable, on peut s'en servir pour reproduire ou étendre à volonté tel ou tel processus matériel. Mais évidemment, elles ne rendent pas compte du fait en lui-même. L'eau, par exemple, n'est pas simplement tant d'hydrogène et d'oxygène mis ensemble. La combinaison est simplement un processus ou un expédient qui permet la matérialisation d'un fait nouveau appelé eau.
ce qu'est vraiment ce fait nouveau est une toute autre histoire. Le fait nous échappe de tous les côtés. On passe dans un degré plus clair et tous les processus changent. Les belles de nuit se matérialisent et se rematérialisent comme l'hydrogène plus l'oxygène se matérialisent en eau puis se dématérialisent en gaz. Mais qu'est-ce que le fait belle de nuit? Nous ne le savons pas. Et finalement, il n'y a qu'un fait de conscience ou un fait de Shakti qui se manie plus ou moins directement selon le degré ou la couche dans laquelle nous nous mouvons. Il n'y a pas de corps étranger. Il n'y a pas de feu qui agit sur de l'eau. Il y a de la conscience qui agit sur de la conscience, de la Shakti sur de la Shakti. La Shakti est le seul processus. On peut la manier comme un singe, comme un savant, ou autrement. C'est tout. À Tlemcen, il n'y avait donc pas de miracle. Il y avait simplement une certaine atmosphère de conscience un peu plus réelle. Peut-être faudrait-il dire une matière plus réelle, une matière plus proche du tel qu'elle est. Le tout est de savoir si nous voulons faire comme le marchand arabe ou oser, après tout, troquer nos yeux de cynocéphales améliorés pour les yeux de la conscience. Sri Aurobindo disait toujours, raconte Mère à propos des incidents de Tlemcen, que le plus grand obstacle à la compréhension vraie et à la participation à l'œuvre, c'est le bon sens. Il disait que c'est pour cela que, de temps en temps, la nature crée des fous. Ce sont ceux qui ne sont pas assez puissants pour supporter le débridement de cette petite imbécilité de bon sens. Et Mère souriait. Et dans son sourire, il nous semblait surprendre comme de fantastiques possibilités qui attendaient. Peut-être la nature attend-elle sagement que nous soyons un peu moins enfantins et apeurés pour faire crouler dans un sourire l'énorme muraille de Chine scientifique qui nous protège de nous-mêmes. Quand nous saurons vraiment ce qu'est la matière, nous saurons vraiment ce qu'est l'esprit et nous vaincrons la mort. L'impasse du pouvoir. Il faut ouvrir les portes du possible, mais pas par n'importe quelle porte, pas n'importe quelle porte. C'est très joli tout cela. On manie la foudre, la pluie, le beau temps, les petites bêtes et les grosses, on fait courir les sandales à ses pieds, ou même sonner le tocsin du monde scientifique, et c'est très bien, on peut. C'est même tout à fait naturel quand on a la connaissance. Aussi naturel que, pour nous, de décrocher le téléphone et d'appeler les pompiers. C'est une autre organisation, plus simple certainement, sans pompiers ni tout le tremblement, qui commence à nous ébranler singulièrement les nerfs. Mira aura vite fait d'apprendre le truc, si l'on peut dire, bien que ce ne soit pas un truc, ou en tout cas pas plus que de mettre H2O ensemble, et quand elle reviendra en France, au milieu d'une mer démontée qui menaçait d'engloutir le bateau, elle rentrera tranquillement dans sa cabine, se mettra sur sa couchette, sortira de son corps et ira calmer un peu cette sarabande de forces en colère, et une demi-heure après, tout le monde ira gaillardement prendre son whisky
comme si de rien n'était. C'est très bien. On peut même se servir de son pouvoir d'une façon humanitaire, entre guillemets, puisque l'humanité est à la mode. Guérir les lépreux d'un regard. Mais ils retournent 3 minutes après à leur lèpre, parce qu'ils ne tiennent pas du tout à guérir de la cause de leur lèpre. Éteindre les incendies, qui se rallumeront 3 minutes après, 300 plus loin, ou dans le quartier d'à côté, parce que l'on n'aura pas vraiment éteint la sottise qui fait les incendies ou les petites guerres. Arrêter les voleurs et les criminels d'un coup d'éclair intérieur et fini la police. Et ça repousse comme du chien alors, les policiers comme les voleurs. On tourne en rond, simplement à un degré supérieur, avec un peu moins de téléphone et de fracas, mais avec la même matière humaine qui aura vite fait de se saisir de la foudre pour se débarrasser du voisin encombrant. En somme, un chaos à un degré supérieur, un super chaos suprascientifique. Est-ce là le prochain degré de l'évolution ? Chacun nettoiera la terre de tout ce qui n'est pas conforme à son idée du bien. Et il ne restera plus grand-chose, finalement, sauf un super ascète ou un super démon qui ira, l'un gaillardement boire son whisky comme si de rien n'était, et l'autre gaillardement dans son ciel pur, d'où il n'aurait jamais dû sortir, car pourquoi diable descendons-nous dans cette fichue histoire si c'est pour l'abolir ? Et pourquoi même prenons-nous un corps si c'est pour vadrouiller en dehors ? Non, ce n'est pas un degré supérieur de l'évolution, c'est peut-être même un degré antérieur de l'évolution, l'un de ces nombreux essais infructueux de la nature qu'elle a vite fait de démolir, elle aussi comme si de rien n'était, car elle est plus sage que nous. S'il est vrai que l'Atlantide ait existé, il se pourrait bien qu'elle ait vu fleurir ce genre de surhommes, qui n'étaient que des super-hommes. Car, dit Sri Aurobindo, l'homme intellectuellement développé, puissant en connaissances scientifiques et dans la maîtrise de la nature grossière et subtile, et qui se sert des éléments comme de son serviteur, et du monde comme d'un marchepied, tout en restant non développé dans son corps et dans son esprit, dans son cœur et dans son esprit, devient une sorte de démon inférieur qui se sert des pouvoirs d'un demi-dieu pour satisfaire la nature d'un animal. Selon de vagues mémoires et traditions de l'ancien monde, la civilisation de la vieille Atlantide était de ce genre, engloutie sous l'océan, quand sa grandeur et son iniquité devinrent un fardeau trop lourd pour la terre. Il se pourrait bien que notre retour brutal à ce que nous pourrions appeler la barbarie scientifique fut une douce sagesse de notre mère la nature, qui sait mieux que nous ce qu'elle veut nous faire découvrir dans sa glèbe méprisée, et se sert de nos premiers trébuchements matérialistes pour nous conduire plus loin que ces savants ne le soupçonnent et plus profond que nos spiritualistes ne l'imaginent. De combien de cycles sommes-nous le résidu ? De combien de quêtes infructueuses ? Mais peut-être cette fois-ci, sommes-nous au vrai tournant, justement parce que notre science s'écroule et toutes nos prétentions qui habillaient une vieille misère tenace, et peut-être par le pouvoir même de notre faillite, désencombrés de nos futiles victoires matérielles et spirituelles, nous approchons du point zéro où la matière et l'esprit se changeront en quelque chose qui est peut-être la réalité de la Terre. Et Mira était là. Elle n'était pas dupe, pas plus que Théon, et elle savait très bien
que ces brillants pouvoirs venaient de la porte d'en bas. Plus c'est brillant et foudroyant et miraculeux, plus la porte est basse, on peut en être assuré, parce que c'est la porte la plus proche de la matière. Et à travers les âges, il n'a pas manqué de bonnes gens pour être épatés, ni de moins bonnes gens pour faire leur tour de passe-passe céleste. C'est céleste si l'on veut, disait Mère, mais cela dépend de quel ciel ça vient. Enfin, il faut laisser les gens s'amuser, tant que cela les amuse. La terre, elle, n'est pas amusée. En fait, elle souffre. Elle est douloureuse. Elle cherche. Elle voudrait bien trouver ce qui la guérirait vraiment. Et Mira, dès Tlemcen, comprenait très bien deux choses qui n'en font qu'une, parce que c'était là, sous son nez. D'abord, il y avait tous ces pauvres gens que Théon guérissait d'un tour de passe-passe et qui revenaient 2 jours après, ou une semaine, avec une autre maladie qui était toujours la même maladie. On bouchait le trou ici et ça se creusait ailleurs. On boucherait tous les cancers du monde, que les hommes en inventeraient d'autres. C'est sans doute l'une des plus formidables illusions dans laquelle nous vivons en tant qu'êtres soi-disant rationnels. Nous sommes perpétuellement à chercher des millions de remèdes d'une unique maladie dont nous ne voulons pas guérir, l'inconscience. La couche épaisse qui ne laisse pas entrer un brin de rayon. Mais c'est moins commode que les comprimés de pharmaciens. Et la nature, gentiment, laisse proliférer les médecins parce que c'est comme cela aussi qu'elle aide ses enfants à progresser. Elle se sert de tous leurs trucs pour leur apprendre qu'ils ne savent rien. C'est la grande leçon, la plus longue à apprendre. Et quand on en arrive là, alors on commence à être prêt pour la connaissance. Et s'ils ne veulent pas apprendre, elle a recours à son vieux truc habituel, la mort. On recommence la leçon dans une autre peau, un peu moins encombrée, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement complet. Alors, il ne reste plus qu'un mur épais, comme une feuille de papier à cigarette, et on n'a plus qu'à souffler dessus pour sortir du bocal. La terrible leçon du non-savoir. La Terre est bien proche de l'épuisement. Elle en a peut-être assez de mourir. Tout cela a été vu, vécu, touché par Mira. Les conditions dans lesquelles les hommes vivent sur Terre sont le résultat de leur état de conscience. Vouloir changer les conditions sans changer la conscience est une vaine chimère. Alors, si les gens veulent construire des hôpitaux et soigner les lépreux et inventer des drogues anti-cancer, qu'à cela ne tienne. Mais ce n'est pas le monde qu'ils font progresser ni qu'ils soignent. C'est eux-mêmes qui progressent dans le non-savoir. Change-toi toi-même si tu veux changer le monde. Et puis ce fameux pouvoir, entre guillemets, qui est l'autre visage de la même question. Plus elle voyait les merveilles de Théon, moins elle était émerveillée. Comme elle nous le disait un jour, c'est comme un caoutchouc qu'on tire, bon, et puis on lâche, et tout est pareil. Tant qu'on le tire, ça guérit, ça foudroie, ça pleut, comme la bénédiction, c'est même parfaitement immortel. Pour un quart d'heure. Et toujours elle revenait à cette même leçon de la mort. Au fond, c'était cela le point. Pourquoi ça meurt? Qu'est-ce qui peut empêcher que ça meure? Ça,
résolu, tout le reste était résolu. La cause, le mécanisme. Et là-bas, à 10 000 kilomètres, peut-être au même moment, Sri Aurobindo touchait du doigt la même question, peut-être avec cet incident banal d'un de ses compagnons révolutionnaires qui avait été mordu par un chien enragé et qui, par son pouvoir yogique, avait maîtrisé la maladie pendant des années, jusqu'au jour où il s'est mis en colère au cours d'un meeting politique et il est mort de la rage quelques heures après, parce qu'il avait perdu le contrôle de lui-même et donc il était sorti des conditions où le pouvoir pouvait fonctionner. Un pouvoir conditionné n'est pas un pouvoir. Un pouvoir qui fonctionne pendant 10 ans ou 20 ans, puis tombe en panne, n'est pas un pouvoir. Un pouvoir qu'on impose à la matière, comme un coup de poing ou comme un caoutchouc qu'on tire, n'est pas un pouvoir. Un pouvoir qui ne change pas la matière elle-même n'est pas un pouvoir. C'est la matière elle-même qu'il faut changer. Il faut créer une nouvelle nature physique, dira bientôt Sri Aurobindo. Le vrai changement de conscience, dira Mère, est celui qui changera les conditions physiques du monde et on fera une création entièrement nouvelle. Et il est bien possible que la nature ait inventé la mort pour nous obliger à trouver là, au fond du corps, le suprême secret et la suprême maîtrise. Sinon nous serions tous déjà partis au ciel, en randonnion, comme des petits saints. Nos plus grandes chutes sont nos plus grandes possibilités de victoire. Nos plus grandes faillites sont peut-être la suprême porte du possible. Telle est l'impasse du pouvoir, c'est qu'il peut. Les savants ne font pas autre chose avec leurs cyclotrons, broyeuses et concasseuses. Ils brutalisent la matière d'un coup d'équation, comme les autres la brutalisent d'un coup d'œil occulte, mais elle se venge. Et le vieux miracle de quelques heures ou quelques décennies retombe comme un caoutchouc ou comme un vent de dévastation, et rien n'est changé finalement parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la matière, ils l'ont seulement circonvenue. Le pouvoir est un mythe dont nous mourrons obstinément. Il faut être autrement dans la matière. Alors, rien ne pourra toucher ça, car qu'est-ce qui pourrait toucher ce qui est ?